Alors, Hélène et moi sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour cette journée. Et donc, en vous remerciant à toutes et tous d'avoir réservé votre week-end, ou en tous les cas votre samedi de la Pentecôte, pour participer à ce colloque, et également d'avoir maintenu votre inscription suite au report de novembre dernier. Alors, en préambule, nous voulons évidemment remercier la Fédération française de football qui nous accueille dans ces locaux magnifiques. En plus, à 3 semaines d'un événement important, puisque, comme vous le savez, la France organise la Coupe d'Europe, qui commencera le 10 juin très exactement. Voilà. Et donc, je vais citer 3 personnes en particulier. Tout d'abord, Béatrice Régnier, qui est en charge de la communication et des manifestations à la Fédération française. Ensuite, François Blacquart, le directeur technique national. Et puis, Franck Tivillier, voilà, qui est parmi nous, entraîneur national, et qui est coordinateur de la cellule d'optimisation de la performance à la Fédération française de football. Et donc, à travers cette cellule d'optimisation de la performance, la Fédération française s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de recherche sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau, jeunes et adultes, tant sur le plan du développement sportif que dans une perspective de développement personnel et social. Voilà, donc merci à eux de nous avoir conviés pour organiser cette journée. Évidemment, un grand merci à tous les intervenants qui nous ont fait l'amitié d'accepter notre invitation. Alors, voilà, Michel qui vient du Brésil, Pascal qui vient du Canada, les autres sont un peu plus près, hein, mais merci à tous. Et puis, cette manifestation n'aurait également pas pu être montée sans le soutien d'une association Aster International qui agit en faveur de l'égalité des droits et que Jocelyne nous présentera un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Et puis, un dernier mot avant qu'Hélène nous présente le réseau Repera. René Barbier, qui nous avait donné son accord dès que nous l'avions sollicité l'année dernière, en fait, vient de subir une intervention chirurgicale importante et voilà, il n'était pas suffisamment remis pour pouvoir participer à cette journée. Voilà. Bonjour à tous. Je voulais vous dire quelques mots sur donc, le réseau Repera qui a été cofondé en 2008 par Christophe et moi-même. Donc, on est un réseau vraiment sur le mode des réseaux sociaux qui en fait rassemble une 50aine de professionnels de l'intervention et de l'accompagnement individuel et collectif par la recherche-action. Donc, Repera, c'est d'abord un site internet qui permet en fait de trouver des professionnels qualifiés, des coachs certifiés, des consultants avec un certain nombre de domaines spécifiques d'intervention. C'est également un espace de développement à travers des rencontres en fait, qui ont lieu tous les mois et demi, rencontres au cours desquelles on mutualise nos pratiques, on fait des formations, on a également un groupe d'échange de pratiques. C'est également une référence en termes de formation, puisqu'on a un certain nombre de formations qu'on est susceptible de mettre en place voilà, facilement. C'est également un certain nombre de professionnels qui peuvent faire des interventions dans les institutions, quel que soit leur type. Et donc, le site internet, c'est repera.fr. Et donc, je laisse Christophe. Voilà, donc pour présenter un peu la genèse de cette journée. En fait, ce colloque est le prolongement de la publication en décembre 2014 du numéro 201 de la revue Éducation permanente qui s'intitulait « Éducation permanente et utopie éducative, actualité d'Henri Desroches ». Donc ce numéro a été coordonné par Emmanuel Béton, Philippe Missotte, Roland Collin, Daniel Wilk, David Eliago et moi-même.
Et ce numéro, en fait, qui sortait pour commémorer le centenaire de la naissance d'Henri Desroches, poursuivait un double objectif. D'une part, il s'agissait effectivement de rappeler les principaux apports de l'œuvre de Desroches, notamment dans le domaine de la formation des adultes, afin de montrer l'actualité de sa pensée. Et d'autre part, nous souhaitions également replacer ces apports, et notamment la recherche-action, dans le contexte de la formation professionnelle et de l'éducation permanente tout au long de la vie. Donc il s'agissait à la fois de se tourner sur ce qui avait été fait et de se questionner sur ce qui existait aujourd'hui et sur ce que pouvait être l'avenir de la recherche-action dans le contexte actuel. Donc, nous avons défini plusieurs axes à cette journée. Tout d'abord, revenir sur les apports d'Henri Desroches dans le champ de la formation des adultes, mais aussi de la recherche-action et des utopies. Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu Henri Desroches, donc il fut directeur d'études de l'École des hautes études et pratiques sociales, fondateur du Collège coopératif de Paris, créateur du DEPS et auteur d'une trentaine d'ouvrages. Ensuite, nous avons structuré cette journée autour de 2 thèmes qui sont des thèmes en fait, qui résonnent avec l'actualité. Développement social et recherche-action, tout d'abord. Et ensuite, pouvoir d'agir et professionnalisation. Enfin, nous espérons qu'au cours de cette journée particulière, où nombre de professionnels et de spécialistes nous ont rejoints, qu'ils soient dans la salle ou à la tribune, apparaîtront de nouvelles pistes de développement dans le champ de la formation des adultes et de l'éducation permanente. Voilà, donc avant de laisser la parole à Emmanuel Béton, qui va inaugurer donc les interventions. Donc un mot sur l'organisation de cette journée. Donc outre les pauses de ce matin et de cet après-midi, donc juste après la pause déjeuner qui est prévue entre 12h30 et 13h30. Donc vous trouverez à la sortie de la salle un stand avec des ouvrages et également le numéro d'éducation permanente dont je vous ai parlé. Voilà, donc vous pourrez vous faire dédicacer par les auteurs présents donc les ouvrages qui vous seront proposés. Voilà, il nous reste à vous souhaiter donc une excellente journée et puis au plaisir d'échanger avec vous à l'occasion d'une pause. Et de toute façon, nous espérons que cette journée donnera lieu à des échanges riches et nourris. Voilà, à bientôt. On y va. Je dois me mettre devant mon... C'est dommage qu'il a pas sur le bord, mais... Oui, voilà. Là, il est vert. C'est vert. Ok, merci. Bonjour. C'est bon, vous m'entendez? C'est parfait. Okay. Alors, je remercie grandement les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à prendre la parole. J'avoue que je suis d'autant plus touchée et surprise aussi d'inaugurer ce colloque que la rencontre avec la pensée de Desroches et la recherche-action a marqué de manière décisive et inattendue ma vie professionnelle. Rien ne me préparait à œuvrer dans le champ de la formation des adultes. C'est en tant que sociologue que j'ai découvert la pensée de Desroches. Je venais de passer une thèse de sociologie à Paris 4, université hautement traditionnelle où la recherche-action, j'avais absolument jamais entendu parler de cela, ça n'avait pas cours. Et j'ai rencontré le hasard des rencontres et la chance des rencontres m'ont fait rencontrer Roland Collin, Philippe Missotte, Pierre-Marie Meignier. Et c'est à l'occasion de cette rencontre que j'ai eu la chance, l'opportunité d'assumer la responsabilité pédagogique du DEPS, donc le diplôme dont Desroches a été créateur,
à Paris 3, de 2002 à 2005. Et j'ai découvert du coup ce diplôme de formation par la recherche-action en même temps que je découvrais la formation des adultes. Si bien que mon entrée dans le champ de la formation s'est fait avec la conception d'Hérochiennes de l'éducation permanente, tant sur le plan biographique que sur le plan intellectuel. Et je crois que ça a marqué définitivement ma pratique actuelle. Enfin, je pense, mais justement, c'est une question pour moi. Ça a dû marquer ma pratique actuelle de formatrice, de formateur. Donc, je suis aujourd'hui enseignant-chercheur au CNAM en sciences de l'éducation, n'ayant pas au départ du tout fait un travail de recherche en tant que docteur en sciences de l'éducation, mais en tant que sociologue. Néanmoins, le fait d'avoir été sociologue et d'avoir découvert la pensée de Desroches en tant que sociologue, je pense, a été aussi très, très marquant pour moi. Alors aujourd'hui, je n'ai pas forcément l'occasion de développer des dispositifs de formation par la recherche-action dans ma pratique au CNAM. Du coup, je me pose souvent la question de ma filiation dans ma pratique, de quelle manière cette entrée dans l'éducation permanente par Henri Desroches marque ma pratique aujourd'hui. Et cette question de la filiation, en fait, je voudrais la poser pas à mon niveau, parce que ça vous intéresse pas nécessairement, mais du point de vue général, s'agissant d'une pratique dans le champ de la formation des adultes. Alors, cette question me paraît d'autant plus cruciale que le dispositif novateur conçu par Desroches n'a plus aujourd'hui, je crois, le succès qu'il a eu il y a 20 ou 30 ans. Et les pratiques de recherche-action restent malheureusement relativement marginales dans le champ de la formation des adultes. On peut même se demander, je crois, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est encore possible de mettre en œuvre, sinon l'ensemble de la démarche, au moins l'utopie éducative de Desroches dans le contexte actuel de la formation des adultes, tel qu'il est décrit d'ailleurs dans le programme de présentation de ce colloque. Du coup, la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est comment peut-on aujourd'hui se revendiquer encore de cette filiation et continuer du coup à faire vivre cette intention éducative, même en dehors d'un dispositif de recherche-action, c'est-à-dire dans une pratique de formation d'adultes. Qu'est-ce qui peut être préservé de ce que Desroches nous a transmis? Qu'est-ce qui peut être soutenu? Qu'est-ce qui peut être défendu? Et comment cette démarche interroge actuellement nos pratiques? J'ai envie de résumer avant de... Enfin, je ne répondrai pas à cette question totalement, mais je voudrais d'abord résumer en quelques points ce qui constitue pour moi le cœur de la stratégie éducative de Desroches, telle que je l'ai compris à l'époque et puis recompris après, réinterrogé ensuite, aussi à travers le numéro que nous avons élaboré. Donc, résumer en quelques points cette stratégie. Et ensuite, également, en quelques points, vous dire comment, à mon sens, cette conception éducative, cette utopie éducative peut nous conduire à réinterroger nos pratiques en formation des adultes, même si on ne fait pas de recherche-action. Et j'insisterai notamment, du coup, sur cette question en insistant sur le lien entre développement et apprentissage. Alors, s'agissant de l'éducation des adultes, Desroches soutient que seule une démarche de recherche-action peut conduire à des résultats pertinents. Alors pourquoi dit-il cela? En quelques mots, sa réponse, c'est que cette démarche de recherche-action est selon lui nécessaire, possible et désirable. Il développe 5 arguments pour montrer cela et je vais tenter de résumer ces 5 arguments. Alors cette démarche, elle est nécessaire tout d'abord d'un point de vue méthodologique. Développer l'aptitude à la recherche n'est pas une fin en soi pour Desroches, mais elle permet de susciter une ouverture à des savoirs et à des expériences antérieures à soi, parce qu'elle articule l'envie d'apprendre à un désir d'expression personnelle. Pour un apprenant adulte qui est porteur d'expériences, mais dont le parcours de formation a pu être entravé, enrayé par différentes choses, l'entrée dans une recherche-action est une condition nécessaire à l'entrée en formation. Car cette entrée est susceptible de déclencher une ouverture inédite à des objets de savoir, à des objets d'apprentissage qui peuvent du coup alimenter, parce qu'ils peuvent alimenter le désir d'expression personnelle qui a été suscité par la recherche-action. C'est le premier argument. Le deuxième argument de Desroches, c'est de dire que cette démarche de recherche, de formation par la recherche, est nécessaire en un sens épistémologique. Si Desroches ne revendique pas explicitement une théorie de l'apprentissage, sa pratique éducative conforte à sa façon l'idée piagétienne selon laquelle l'appropriation de connaissances nouvelles ne peut être le fait d'un individu passif, réceptacle de savoir.
L'apprentissage suppose au contraire, selon Desroches, un individu questionnant, un individu engagé dans une action qu'il mobilise. Du coup, une formation qui serait pure consommation de savoir est à exclure, non pas seulement parce qu'elle ne sied pas à un apprenant adulte, mais aussi et surtout parce qu'elle est source d'asthénie des créativités personnelles, selon ces termes. Troisième argument, cette démarche d'apprentissage par la recherche est possible. Possible dès lors que tout adulte, porteur d'une certaine expérience de vie, professionnelle, sociale, détient un double potentiel. Un potentiel éducatif et un potentiel de créativité sociale. Être un apprenant adulte, c'est non seulement savoir des choses, mais c'est aussi avoir du pouvoir sur ce qui est appris. C'est donc aussi être capable de produire du savoir. Quatrième argument, l'apprentissage par la recherche est désirable objectivement. Objectivement, au sens où il répond précisément à ce qui, d'ailleurs aujourd'hui, constitue un lieu commun de tout dispositif de formation, à savoir que l'adulte soit au cœur de l'action de formation, que la formation s'appuie, mobilise ses capacités d'auto-apprentissage. L'apprentissage, cinquième argument, l'apprentissage par la recherche, enfin, est désirable subjectivement, au sens où il permet d'ancrer le processus de formation dans un désir de reconquête de soi et de son chemin de vie. Le mouvement de recherche-action n'est possible, nous dit Desroches, que s'il s'ancre dans un questionnement autobiographique. Quelle question je veux poser à la vie ? La formation ainsi conçue est désirable parce qu'elle n'est jamais seulement une fin en soi, mais elle s'arrime à d'autres projets, qu'elle révèle ou qu'elle anticipe, des projets multiples, mais qui sont toujours reliés à des histoires de vie, des projets d'écriture, des projets de reconversion professionnelle, des projets d'élucidation de son expérience, des projets de changement de vie, des projets de création d'entreprise, etc. Voilà les 5 arguments que je retiens pour souligner et conforter la stratégie éducative de Desroches. Et la question que je souhaiterais poser, c'est que pouvons-nous aujourd'hui retirer de ces arguments en faveur d'une formation par la recherche pour toute pratique de formation d'adultes, même hors dispositif de recherche-action, même dans une formation professionnelle comme on peut en trouver par dizaines, centaines dans les organismes de formation, dans les services de formation d'entreprise, au CNAM ou ailleurs. Et je voudrais du coup ici présenter 3 orientations qui me semblent, 3 pistes de réflexion qui me semblent découler des arguments que je viens de présenter. Première piste de réflexion ou première orientation qui me semble essentielle, nécessaire, indispensable pour le développement de la formation, c'est de placer résolument la formation d'adultes du côté du développement plutôt que du côté de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Desroches parle de pédagogie du sujet. Développement ici, je n'entends non pas au sens de développement personnel, enfin pas au seul sens de développement personnel, mais au sens de la psychologie du développement, telle que l'ont développé Piaget, Vygotsky, appliquée à l'enfant. Du coup, appliquée à l'adulte, cette notion peut se traduire de la manière suivante, comme une transformation, là je reprends en fait une définition de Guy Jobert, une transformation orientée des ressources disponibles chez un adulte, dans un collectif, dans une organisation, sur un territoire. Conçue comme développement, la formation devient du coup un processus qui est à relier prioritairement à des fins de développement des personnes et des organisations, des fins d'émancipation, des fins de transformation des conditions de vie et de travail. On peut en citer d'autres, elles sont reliées à nos valeurs, à ce qu'on souhaite porter, non seulement, prioritairement à des fins et non pas seulement du coup à des buts, que ce soit des buts d'apprentissage, tels qu'on les définit dans une pédagogie par objectif, ou plus largement des buts économiques et sociaux. Ce qui caractérise les fins par rapport aux buts, c'est d'une part qu'on ne les atteint jamais totalement, mais ces fins constituent un système de régulation de la formation et un système de régulation, de priorisation des choix pédagogiques qu'on va opérer dans les dispositifs. D'autre part, ce qui me semble important aussi, c'est que ce qui distingue les fins des buts, c'est qu'elles ne peuvent pas être pensées sans les destinataires de la formation. À la différence des buts qui aujourd'hui,
économiques, sociaux, d'adaptation au monde du travail, au marché de l'emploi, etc., ou même des buts d'apprentissage, ils sont souvent définis en dehors des personnes, des principaux bénéficiaires. Et sur ce point, du coup, la démarche desrochienne me semble s'opposer à une conception de la formation qui serait pensée strictement en termes d'apprentissage, ainsi qu'à une instrumentalisation de la formation pour des buts immédiats. Pour autant, et ça ce sera ma deuxième piste de réflexion, pour autant, la formation pensée comme développement ne s'oppose pas à l'apprentissage. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important de la pensée de Desroches qui mérite d'être souligné. La démarche de Desroches nous invite à penser la formation comme une médiation entre créativité subjective et objectivité scientifique. Il ne peut pas, nous dit-il, y avoir pédagogie du sujet sans pédagogie de l'objet. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Il nous dit que se centrer sur le sujet uniquement et sur son expérience sans le confronter à ce qu'il appelle des programmes ou à des personnes ressources qui l'interpellent, qui le questionnent, risque de laisser le sujet plafonner dans une restitution narrative de son expérience, c'est ces termes, ou dériver dans l'auto-légitimation. Du coup, Desroches, il propose une conception de la formation qui est résolument développementale, mais au sein de laquelle la question de l'apprentissage trouve sa place. Du coup, il prône l'articulation entre la mobilisation du sujet et de son expérience et la confrontation à des savoirs constitués. Alors, à quoi ça nous renvoie ? Ça nous renvoie, à mon sens, à une tension qui est fondatrice de la formation et qui a été source et qui est source encore de débats pédagogiques. C'est-à-dire, d'un côté, une centration sur les personnes, leur parcours, leur expérience, leur savoir d'action qu'il convient de valoriser, et donc sur les techniques d'animation qui favorisent l'expression des personnes, et de l'autre, au contraire, une centration sur les savoirs, conçus comme un stock, qu'il faut s'approprier dans une logique cumulative ou centrée sur les résultats à atteindre. Cette tension, elle est source de débat, mais elle se retrouve aussi dans le quotidien des pratiques de formation. Les formateurs peuvent être soumis à des injonctions contradictoires qui les placent au cœur de cette tension. Injonction, par exemple, à mettre en œuvre des stratégies pédagogiques qui positionnent les apprenants comme acteurs de la formation et en même temps, incitation forte à leur faire passer des messages ou des contenus qui sont clairement définis. Mais cette tension, nous pouvons nous-mêmes en être porteurs à notre insu, me semble-t-il, lorsque, par exemple, souhaitant mettre en place une pédagogie active, on va finalement s'interroger sur la place à donner au savoir constitué. Voire on va être embarrassé de nous positionner comme sachants dans un contexte pédagogique où il est dit que le formateur est seulement facilitateur. Cette question, elle est, à mon sens, vraiment importante parce qu'elle est souvent éludée, en fait, dans les ouvrages. Justement parce qu'on positionne les pédagogies soit du côté des personnes et de leur expérience, soit du côté des savoirs. Les apprenants savent et les formateurs ne savent pas, ou les formateurs savent et les apprenants ne savent pas. Donc on élude souvent cette question dans les ouvrages de pédagogie, et on l'élude notamment lorsqu'on valorise la construction autonome des savoirs par les apprenants. Or, il me semble que laisser précisément dans l'ombre cette question autorise justement toutes les formes de reprise en main didactique, toutes les formes possibles de reprise en main didactique, même au cours d'une séance dont il est pourtant annoncé qu'elle met en œuvre une pédagogie active. À ce sujet, Desroches parle de trou noir. C'est dire s'il avait effectivement pris en compte l'enjeu de cette question. Le trou noir pour qualifier le joint qui est à faire justement entre créativité subjective et objectivité scientifique. Mais au moins, il qualifie ça de trou noir, mais il n'élude pas la question. C'est le troisième temps, c'est le temps de l'accompagnement mental, qui va permettre, dans la pensée de Desroches, de réaliser ce joint, selon un modèle dialectique. Les apprenants savent des choses que le formateur ne sait pas, et réciproquement. Et c'est précisément cette dissymétrie qui est source d'apprentissage. Il s'agit, nous dit-il, de traiter tout ce qui est savoir et savoir-faire constitué comme une banque, c'est ces termes, ou comme des ressources proposées dans un espace d'élaboration qui est suffisamment ouvert pour qu'il ne compromette pas la construction d'une pensée autonome, mais au contraire, la rende possible en l'étayant. Il y a ici une sorte de relativisation du savoir qui est proposé mais non imposé, prêt à être transformé par l'usage qui en est fait. Bon, vous allez me dire, c'est facile à dire, après
pédagogiquement, je ne sais pas comment on met ça en œuvre, je ne sais toujours pas d'ailleurs. Mais au moins, je n'ai pas le temps ici de développer de manière plus concrète la question, mais au moins je pense que c'est vraiment une orientation à avoir en tête et à l'esprit quand on est formateur. Troisième piste de réflexion qui me semble découler de la pensée desrochienne, c'est la question de l'expérience. Elle doit être appréhendée comme une ressource, comme formative, mais sous certaines conditions. Là aussi, on est sur des questions qui sont souvent débattues, mais finalement peu résolues ou peu développées, je dirais, dans ce que ça peut avoir justement de complexe. L'expérience n'est pas immédiatement une ressource pour la formation, selon Desroches. Elle est d'abord un potentiel pour l'action, un potentiel pour la recherche, parce qu'elle relève de l'action située, parce qu'elle relève d'un rapport direct au monde sensible. Elle n'est pas formative en elle-même. La mise en mots ne suffit pas. Il nous dit d'ailleurs que la recherche-action ne se réduit pas à donner expression à une expérience, mais par contre, c'est là où c'est compliqué, la manière dont s'exprime une expérience singulière prédispose à une certaine production de savoir. Mais pour cela, l'expérience doit être transformée en expérimentation sociale. Et c'est précisément la recherche qui permet ce passage, ou au moins l'esprit de la recherche. Ainsi, un dispositif de formation ne doit pas seulement encourager la prise de parole sur l'expérience, mais aussi la confronter à des savoirs constitués qui, par leur impersonnalité, leur nécessaire distance par rapport à l'action, vont permettre justement l'élaboration d'une pensée singulière et originale sur l'expérience. Il me semble que les propos de Desroches nous conduisent en fait à réhabiliter l'espace formatif, là où parfois, et aujourd'hui c'est souvent le cas, il est critiqué au regard de sa distance par rapport aux situations de travail. On dit souvent la formation c'est bien, mais c'est en dehors du travail, c'est en dehors du réel du travail, c'est en dehors du réel de l'activité, c'est un espace confiné dans lequel on ne discute pas des vraies choses. Moi je crois au contraire que Desroches nous invite à le réhabiliter, précisément pour sa centration assumée sur le sujet, mais aussi sur les objets d'apprentissage et leur distance par rapport au lieu où s'exerce l'activité professionnelle. Alors voilà les trois pistes que je retire des arguments de Desroches, et je voudrais à ces trois pistes en ajouter une quatrième, qui renoue en fait avec l'introduction de mon propos et avec ma pratique de sociologue, justement. Il me semble que l'utopie éducative de Desroches constitue d'abord un point de vue politique, avant même d'être une conception de l'éducation. C'est-à-dire il est un point de vue sur les rapports sociaux et les rapports de pouvoir avant même d'être une démarche éducative. Alors en tant que sociologue justement formée dans des sphères universitaires plutôt traditionnelles, j'avais été vraiment frappée par la portée de la démarche de recherche-action qui était prônée par Desroches. Frappée, c'est un petit mot par rapport à ma surprise et à mon exaltation à découvrir la recherche-action à l'époque. Offrir la possibilité à des acteurs sociaux d'entrer dans une démarche de recherche-action, assumer cet accompagnement, l'assortir de toutes les exigences inhérentes à la production d'une recherche, c'est pas rien, et c'est aussi assumer que la production de savoir scientifique puisse relever de chercheurs qui sont non professionnels, et donc inviter les chercheurs professionnels et les acteurs sociaux à entrer dans un rapport social d'un autre genre. L'utopie éducative de Desroches est une politique en acte. Et ce faisant, il me semble qu'il nous rappelle qu'il n'y a pas de démarche éducative, au sens d'un engagement concret dans la relation éducative, sans parti pris, explicite ou éventuellement implicite, concernant le type de rapport social que l'on engage dans le même temps, en tant qu'enseignant, ou en tant que chercheur, ou en tant que formateur, avec ceux à qui l'on enseigne ou que l'on forme, au sein des institutions éducatives ou en dehors d'elles. Je ne sais pas du tout où j'en suis de mon temps, mais il se trouve que j'en suis à ma conclusion pour ce qui est de ce que j'avais préparé. Donc ce sera trop court ou trop long, je ne sais pas, vous me direz. Mais en conclusion, je voudrais souligner que Desroches ne nous parle pas de méthode pédagogique. 10 minutes, je vais pouvoir faire une conclusion. Super tranquille. En général, j'ai toujours pas assez de temps, mais là, ça va. Donc en conclusion, je voudrais souligner que, on aura le temps de parler du coup peut-être, que Desroches ne nous parle vraiment pas de méthode pédagogique, encore moins de technique pédagogique.
Par contre, il nous donne beaucoup de précisions sur la relation éducative, sur la posture du formateur maïeuticien, sur le type de rapport social qu'il engage avec celui qui l'accompagne, sur la construction de l'espace de formation, entre contraintes et ressources, et enfin sur cette nécessaire dialectique entre expérience et savoir. À mon sens, il nous livre vraiment l'essentiel pour une pratique dans le champ de la formation des adultes. À l'inverse, là où sont parfois décrites avec minutie, et c'est souvent le cas aujourd'hui, dans les appels d'offres ou les cahiers des charges des formateurs, les méthodes, les techniques utilisées par les formateurs, je ne suis pas sûre que cette description nous renseigne en fait toujours très bien sur précisément la pédagogie qui a été mise en œuvre, qui sera mise en œuvre par les formateurs dans les situations d'apprentissage concernées. Il est même possible, me semble-t-il, que ces discours pédagogiques qui sont centrés sur les techniques occultent les choix implicites opérés par les formateurs, notamment les choix du point de vue de leur rapport au savoir, du point de vue de leur rapport aux apprenants. Et du coup, il me semble que la distance dans laquelle se tient la pensée de Desroches à l'égard de toute instrumentation pédagogique précise en termes de technique nous conduit aujourd'hui à nous interroger également sur notre centration actuelle sur les techniques pédagogiques ou sur l'instrumentation pédagogique. Quelles réflexions ou quelles interrogations sur nos pratiques se trouvent ainsi évitées par un tel engouement pour les techniques pédagogiques et leurs effets? Voilà, c'est la question que je souhaitais poser en conclusion de ce propos, et on y reviendra peut-être à la table ronde puisque je reprendrai un peu le fil de mes pensées. Voilà. Je vous remercie. Bon, je vous laisse. Il y a une suite. Alors, il n'était pas prévu véritablement des Non, mais je rigolais. Mais bon, puisque nous disposons de 3-4 minutes, est-ce qu'il y a une réaction, quelqu'un voilà, qui veut... En tous les cas, merci. Je voulais dire, c'était... Quand on connaît la pensée de Desroches, tu as fait une synthèse que je trouve assez formidable. Merci. Voilà. Et donc, je te dis, parce que c'est à la fois une pensée qu'on connaît, et... Peut-être besoin d'un micro, peut-être. Un, deux. Voilà, je tente et ça marche. Voilà, c'est formidable. Merci Naïma. Oui, là, je disais que là, en lisant depuis 20 ans la pensée de Desroches, j'ai le sentiment que je découvre toujours de nouveaux aspects et je pense que ton analyse, justement parce que tu n'as pas été formé au départ à cette pensée-là, donc je dirais que tu n'étais pas quelqu'un qui était converti dès le départ à cette pensée-là. Ton analyse distanciée et en même temps extrêmement précise et pertinente montre que justement cette pensée, elle est toujours pourvoyeuse de réflexion et peut-être plus que jamais sur effectivement ce qui fonde la formation des adultes et la formation continue. Et je crois que tout au long de cette journée, d'ailleurs c'est un de nos objectifs, c'est de montrer que même si aujourd'hui les ouvrages de Desroches on les trouve difficilement, quoique le dernier, je le dis tout de suite, Entreprendre d'apprendre, on peut le trouver in extenso sur Internet. Donc voilà, et c'est vrai que ce dernier ouvrage, dans ce dernier ouvrage, il fait la synthèse d'un certain nombre de choses qu'il avait produites auparavant. Mais c'est vrai que cette utopie desrochienne et en même temps, comme disait Desroches, l'utopie, c'est pas ce qui n'existe pas, c'est ce qui n'existe pas encore. Cette utopie desrochienne, elle est plus que jamais d'actualité parce que il a
probablement anticipé, y compris des évolutions actuelles de notre société. Et je trouve que voilà, la synthèse que tu en as faite nous pose excellemment voilà, les bases de sa pensée pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Voilà. Merci.